Assurer que ma détermination à vous servir demeure intacte et se renforce au quotidien face à l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, le moment est maintenant venu de vous souhaiter à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2025. Chers compatriotes, bonne année. C'est une tradition et on peut avoir l'impression que c'est un peu paradoxal de le souhaiter parce que en réalité les temps sont si difficiles pour beaucoup d'entre nous. Il y a une perte d'espoir au point où, quand on vous dit bonne année, ça devient une espèce de rituel simplement. Mais bonne année tout de même. Le chef de l'État s'est exprimé hier, avant-hier, le 31, comme d'habitude. Ce discours, et puisque vous savez que il y a environ, en général, 2 discours dans l'année, dans les habitudes de gouvernement du président Biya, ce discours du 31 décembre dernier serait en quelque sorte le 84e discours que le président nous aura adressé pendant ces 42 ans de règne. Ce discours, la seule chose qu'il avait de particulier était que il est survenu après qu'il y a eu un débat sur la scène politique nationale, sur le bon sens d'une nouvelle candidature du président de la République à l'élection présidentielle, compte tenu de sa fatigue, compte tenu de son âge très avancé. Donc beaucoup de personnes considéraient que, à l'occasion de ce discours, certainement le président devra dire quelque chose concernant ce débat sur sa candidature, puisqu'il y avait des gens dans son camp, quelques personnes, qui l'appelaient à être de nouveaux candidats, et il y avait des gens comme moi et tous ceux qui partagent mes efforts, mes points de vue, qui appelaient le candidat, le président, autant pour moi, le président Paul Biya, à ne pas écouter les propos de ceux qui, dans son camp, l'appellent à ne pas se reposer.
vous tous, vous connaissez ce qu'il appelle dans son camp. Si vous regardez d'ailleurs bien, ils sont de moins en moins nombreux par rapport au passé, aux élections passées. Cela montre que le problème que nous posons, le problème de l'âge du président, est un problème réel, y compris à l'intérieur de son propre régime. Parce qu'on se rend compte que l'engouement à l'intérieur de son régime à l'appeler à être candidat baisse. Les arguments que les gens utilisent sont de plus en plus, je dirais essentiellement, des fausses pistes pour embarquer les gens dans un faux débat. Depuis que nous avons mis sur la table les 4 raisons objectives principales pour lesquelles le président ne devrait pas écouter les gens de son camp qui le flattent, qui essayent de lui dire des choses qu'il croit que le président aimerait entendre. Depuis que nous avons mis ces 4 raisons principales qui ont été exposées à partir de la vidéo numéro 3, la vidéo numéro 4 et la vidéo numéro 5, que vous pouvez revoir dans YouTube. Et pour voir ces vidéos dans YouTube, une fois que vous ouvrez l'application YouTube, vous cliquez sur le bouton Recherche et vous mettez Dikalo TV. Vous verrez là-dedans toutes les vidéos concernant les 4 raisons pour lesquelles le président devrait dire non. Et permettre que son camp produise un autre candidat. Depuis que nous avons mis ces 4 raisons sur la table, les flagorneurs, les flatteurs du président, et en particulier l'un d'entre eux qui est un véritable turiféraire que vous connaissez bien, la personne du ministre Famendongo, a aussi cru bon de publier une réflexion sur les raisons. Je crois qu'il a d'ailleurs utilisé aussi 4 raisons pour lesquelles le président devrait être candidat à sa propre succession. Cela montre que notre travail impacte dans les esprits. Et c'est une bonne chose si ce travail impacte dans les esprits. Parce qu'il s'agit d'élire un président de la République. Il s'agit d'élire le chef de la nation. Il s'agit d'élire celui qui nous guide. Ce travail est un travail difficile, est un travail lourd. C'est une grande mission qui demande des aptitudes intellectuelles, qui demande de l'expérience dans la vie politique, de l'expérience dans la vie tout court, qui demande de l'énergie physique, la capacité à lire de longs dossiers volumineux, à écouter beaucoup de gens, à réfléchir mûrement, à écouter les renseignements généraux, à écouter les citoyens, les compatriotes qui s'expriment par divers canaux, etc. C'est une lourde mission. Et parce que c'est une lourde mission, il est normal que nous fassions attention à qui se présente à nous, qui nous allons élire. Pour détourner l'attention sur l'essentiel, vous avez donc des personnages comme M. Famendongo qui essayent de nous embarquer dans un débat qui est complètement inutile.
parce qu'il ne constitue pas notre préoccupation. Il parle de la constitutionnalité de la candidature du président. Mais personne ne parle de la constitutionnalité de la candidature. Cela n'est pas un problème. Personne n'en fait un problème. Qu'est-ce que d'ailleurs signifie la constitutionnalité de la candidature, d'une candidature? La constitutionnalité d'une candidature, c'est la conformité de cette candidature aux exigences de la Constitution. La Constitution ne dit pas que quelqu'un qui veut être candidat doit être en bonne santé. Elle n'a rien dit sur la santé d'un éventuel candidat. Elle dit simplement, elle évoque son âge. Et renvoie, elle évoque son âge, elle évoque deux ou trois conditions. Elle renvoie l'organisation de l'élection présidentielle à une loi, puisqu'elle dit que le régime de l'élection à la présidence de la République dépend de la loi. Et cette loi, c'est le code électoral. C'est tout ce que la Constitution dit. Donc même quelqu'un qui est malade, qui est hospitalisé, qui a 150 ans, qui est en raison de son âge complètement malade, irrationnel, etc., etc. Tout, vous savez tout ce qu'un âge très avancé peut générer comme difficulté. La Constitution, si on ne s'en tient qu'à la Constitution, elle n'empêche pas quelqu'un qui est dans cet état d'être candidat. Le code électoral, dont elle donne mission d'organiser l'élection, lui non plus n'évoque rien en rapport avec la santé, ni physique, ni psychique d'un candidat à l'élection présidentielle. Le code électoral vous dit qu'il faut avoir 35 ans, il faut résider sur le territoire national, il faut ne pas être condamné, ainsi de suite, avoir été condamné, c'est tout. Donc un fou qui a plus de 35 ans peut être candidat à l'élection présidentielle, telles que nos lois sont ficelées. La santé ne fait pas partie de critères. C'est pour ça que vous voyez d'ailleurs que dans la constitution des dossiers de candidature, on ne vous demande aucune preuve de votre bonne santé. Mais ce n'est donc pas parce que la loi n'évoque pas la santé du candidat que nous, les électeurs, nous ne devons pas prendre en compte les aptitudes physiques du candidat dans sa prétention à diriger les affaires publiques, qui sont des affaires lourdes, qui sont des affaires difficiles. Ce n'est pas parce que le code électoral ou la Constitution, je dirais, et la Constitution, ne pose aucun critère sur les aptitudes psychiques, sur l'âge maximal qu'il faudrait avoir pour être candidat. Le code électoral parle de l'âge minimum. Il faut avoir au moins 35 ans. À supposer que le code électoral n'ait pas dit qu'il faut avoir au moins 35 ans. Serions-nous mal inspirés d'interpeller l'âge d'un candidat qui aurait 10 ans? Si le code électoral a mis un âge minimum, c'est bien parce que l'âge est un élément déterminant dans la faculté d'accomplir certaines missions dans la société. Mais si l'âge est déterminant, il
n'est pas seulement déterminant pour son minimum, il peut aussi être déterminant pour son maximum. Nous avons quelques personnes dans notre pays qui ont déjà dépassé 100 ans. Si pour n'importe quelle raison on se retrouvait demain ou après-demain face à un homme de 112 ans ou de 130 ans, pour peu qu'il a eu la grâce de vivre jusqu'à cet âge, qui se propose d'être candidat à l'élection du président de la République, y aurait-il des gens qui viendraient simplement nous parler de la constitutionnalité de sa candidature en voulant culpabiliser tous ceux qui poseront la question de savoir, oui, mais à 112 ans, à 130 ans, pourquoi ce monsieur veut-il continuer à travailler? Si on fait une réflexion sur l'âge de quelqu'un qui a 120 ans, sa capacité psychique à accomplir une mission aussi lourde, pourquoi voudrait-on essayer malicieusement de culpabiliser les gens qui ont le souci de voir qu'une société normale ne confie pas à ces personnes fortement âgées la responsabilité de guider, de conduire, de s'occuper du goudronnage des routes, de s'occuper de la construction des écoles, de s'occuper de l'alimentation en eau potable et en électricité, de s'occuper finalement des choses élémentaires dans la société. Élémentaire ne veut pas dire sans importance. Donc, M. Fabian Ndongo, dans sa publication, montre jusqu'à quel point il est un manipulateur des arguments spécieux, c'est-à-dire des arguments vrais en apparence, mais faux dans leur fond. Le discours de M. Fabian Ndongo est associé est d'autant plus faux qu'il s'agit de nous faire parler des choses qui n'ont aucune importance. Personne ne discute sur la candidature, la légalité de la candidature de M. Biya. Nous discutons. Je vous invite à continuer à discuter. Nous discuterons toujours, que cela plaise ou non, au flagonneur du camp présidentiel. Nous discuterons toujours sur le bon sens de la candidature du président Biya. Je parle du bon sens. Je ne parle pas d'autre chose. Je ne parle pas de sa légalité, de sa constitutionnalité. C'est un faux débat. Le vrai débat est sur le bon sens de la candidature du président Biya. Sur ce vrai débat, j'ai le regret de constater que le président n'a pas jugé nécessaire dans son adresse à la nation de clarifier cette question. Il est vrai que nous savons, pour avoir vécu le président pendant 42 ans, nous savons que ceux qui l'aident dans la communication politique se sont arrangés à donner au président, à essayer de lui conférer une dimension d'un acteur mystérieux. Il entretient des mystères partout. C'est probablement parce que les mystères que le président s'arrache à entretenir fascinent certains d'entre nous
qu'un intellectuel a d'ailleurs cru bon de faire toute une thèse sur les silences du président. Mais les mystères ne sont pas nécessaires dans la gouvernance. Ce qui est nécessaire et vertueux dans la gouvernance, c'est la clarté, c'est la vérité, c'est l'édification des esprits. La question de l'âge du président se pose. Il est légitime qu'elle se pose. Et parce que cette question est importante, qu'elle préoccupe énormément de personnes dans notre société, que le président ne peut pas être dans son bon droit de ne pas clarifier sa position sur cette question. Dans son discours, il dit qu'il écoute, qu'il a écouté. Tant mieux. Je considère que si le président dit donc qu'il a écouté tout le monde et qu'il n'a pas écouté simplement les quelques personnes de son camp qui, en raison de leurs petits intérêts occultes, se livrent à la flatterie, à la flagornerie, si ce n'est pas simplement ceux-là qu'il a écoutés, et qu'il a décidé d'écouter le grand nombre qui s'inquiète du risque qu'il y a à ce que le président soit encore candidat. Et qu'il ait décidé de faire un discours comme celui qu'il a fait le 31, où il ne clarifie pas sa position par rapport à cette question, mais choisit d'entretenir le doute, le mystère, ou alors de favoriser des commentaires pouvant aller dans tous les sens. Eh bien, à mon sens, le président a encore pris le risque, au crépuscule de sa vie, de nous montrer l'une des raisons fondamentales pour lesquelles il a toujours mal gouverné. Parce que le mystère qu'il veut entretenir, c'est donc ce mystère qui le pousse à ne pas avoir confiance aux gens avec qui il a travaillé 42 ans durant. C'est parce qu'il veut être mystérieux qu'il est arrivé au stade où il ne s'assoit pas avec ses collaborateurs des années et des années durant, mais il se plaint quand même dans de nombreux discours de la mauvaise coordination de l'action gouvernementale. Cela suppose que pour lui, c'est quelqu'un d'autre qui devait assurer la coordination de l'action gouvernementale. Pas lui, le chef de l'État, qui définit la politique de la nation, qui forme le gouvernement, qui nomme aux emplois civils et militaires. Ce n'est pas lui qui doit assurer la coordination de l'action gouvernementale. Dans son esprit et dans sa posture, c'est quelqu'un d'autre. Donc ce gouvernement qui fonctionne mal, comme nous le voyons fonctionner, la responsabilité n'est pas celle du président. Elle est celle de quelqu'un d'autre qu'il n'ose pas désigner chaque fois qu'il a mis en cause la coordination de l'action gouvernementale. Nous voyons comment le président est dans une posture de manipulation des consciences. Dans le discours du président, par rapport à son éventuelle candidature, il n'a donc rien dit. Il n'a pas dit qu'il ne sera pas candidat. Mais il n'a non plus dit qu'il sera candidat. Les gens
ne l'appelle pas à être ensemble avec nous. Ce n'est pas ce que les gens lui demandent. Parce que qu'il prenne sa retraite ou qu'il ne la prenne pas, il reste un de nos compatriotes. Tant qu'il est en vie, il demeurera un patriarche. Il sera toujours ensemble avec nous. Il sera toujours dans nos vies. Il sera toujours dans une posture dont le point de vue pourra toujours compter, eu égard à sa longue pratique politique et surtout à sa longue gouvernance. Donc, nous dit dans un discours que l'année 2025 est une importante année, que l'élection présidentielle aura lieu et qu'il sera avec nous, rentre dans ce comportement pervers que nous lui avons toujours reproché, de vouloir gouverner avec le mystère. Le mystère ne gouverne pas. Il n'est pas un élément vertueux de la pratique politique. Donc, parce que le président n'a rien dit, il ne nous a pas édifiés sur sa candidature éventuelle. Nous devons continuer à nous mobiliser pour faire entendre raison à lui-même, principalement, mais également aux forces positives de son propre camp. Parce qu'il y a dans son camp des hommes et des femmes positifs. Ils l'ont prouvé dans l'exercice de leurs différentes fonctions, qu'ils n'étaient pas de simples petits flatteurs et qu'ils pouvaient donc faire entendre une voix édificatrice, édifiante, c'est-à-dire la voix du bon sens. Monsieur Famendongo, Monsieur Eyebe Aïssi et tous ceux qui leur ressemblent veulent faire entendre la voix de la Constitution. Mais la voix de la Constitution est connue. Et elle n'est pas le problème. Nous, et ceux à l'intérieur du RDPC, qui sont épris du souci de faire entendre le bon sens, nous avons donc toutes les raisons de continuer à prêcher le bon sens. C'est pour cela que les 4 raisons essentielles pour lesquelles j'ai invité, j'ai souhaité, j'ai prié le président à ne pas donner de suite favorable au flagonneur reste d'actualité. Le président n'a pas dit qu'il sera candidat. Et il y a encore beaucoup de temps pour amener le président à se rendre compte que s'il peut avoir l'outrecuidance d'être encore candidat, c'est précisément parce qu'il a l'intime conviction qu'il a verrouillé le système électoral de manière à ce que il peut vivre en toute quiétude sans avoir peur du jugement des électeurs camerounais. Parce que les électeurs camerounais, pour leur immense majorité, qu'ils s'inscrivent sur les listes électorales et que demain ils votent ou qu'ils ne votent pas, il demeure vrai, perceptible dans la société camerounaise que le peuple camerounais souhaite un changement dans la façon dont il est gouverné. Et le peuple là n'attend rien
d'un président qui a eu tout le temps nécessaire pour mettre en œuvre tout ce dont il peut avoir pensé en bien pour notre pays. Le temps qu'il voudrait continuer à passer au pouvoir ne servira pas à nous donner plus d'eau et d'électricité. Parce que nous donner l'eau et l'électricité, cela a été de tout temps ce pourquoi le président s'est plusieurs fois, dans de nombreux discours, il s'est toujours engagé à nous vouloir nous donner l'eau et de l'électricité. À 42 ans de présidence de la République, à 92 ans de sa vie, après plus de 60 ans d'exercice de haute fonction, il faut savoir partir. Le président en est à se réjouir de 8000 branchements dans la ville de Yaoundé. Quand est-ce qu'il se réjouira aussi de quelques branchements dans la ville de Douala, notamment dans les quartiers de Douala 5 et de Douala 3. Quand est-ce que le président se réjouira aussi de 8000 branchements? Quand est-ce que le président se réjouira de la disponibilité en plein temps de l'eau dans de nombreuses capitales régionales et dans les autres villes moyennes du pays? Il n'en parle pas. Parce qu'il sait que dans toutes ces contrées du pays, la question de l'eau et de l'électricité reste une épine terrible dans son pied. Donc, le président de la République, pour n'avoir rien dit, ne nous avoir pas donné une réponse claire, nette, précise, sans ambiguïté, je vous exhorte à continuer à prendre la parole. Je l'ai prise. Monseigneur Cléda l'a prise. Babi Satana l'a prise. L'artiste émérite Petit Pays l'a prise. J'invite d'autres personnes à continuer à élever la voix pour faire savoir au président que sa candidature est insensée, même si elle est constitutionnelle, même si elle est conforme au code électoral, elle est illégitime, au sens où la légitimité, c'est la conformité à la conscience du moment. Je vais donc vous parler dans la 6e vidéo, celle-ci n'étant qu'une réponse, une réaction au discours du président. Je vais vous parler dans la 6e vidéo des désordonnés qui écument la grande famille de l'opposition et qui, si rien n'est fait, vont entraîner l'échec des forces du changement. Le peuple du changement risque de perdre l'opportunité que représente l'élection présidentielle pour faire évoluer la gouvernance du pays sans qu'on ait effusion de sang, sans qu'on ait renversement des institutions, c'est-à-dire sans qu'on ait un coup d'État. À la prochaine vidéo, la vidéo numéro 6, et bonne année.